Bonjour à tous et toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour reprendre ce vaste panorama des politiques sociales avec une après-midi consacrée aux politiques de santé et de solidarité, aux questions de santé et de solidarité. Avec pour cette première séquence qui nous conduira jusqu'à 15 heures, une table ronde très relevée consacrée à un thème qui fait l'actualité depuis plusieurs mois, on pourrait dire plusieurs années, ou on pourrait dire depuis une trentaine d'années, qui est la question des urgences. Alors, comme pour toute cette semaine, vous pouvez poser vos questions sur le chat, vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès au site pour poser vos questions, et on vous propose aussi, pour égayer cette table ronde, de répondre à une question toute simple qui s'adresse à vous, non pas en tant que professionnel, expert, cadre, dirigeant, mais plutôt d'une certaine façon à la personne, au patient. Est-ce que vous avez changé depuis quelque temps vos propres habitudes par rapport à un besoin de soins urgents que vous avez rencontré pour vous-même ou pour votre famille? Donc la réponse peut s'exprimer par oui ou par non, et puis on affichera tout à l'heure les résultats. Alors, sur ce sujet des urgences, nous avons la chance d'accueillir sur le plateau 4 personnalités très qualifiées. Nous avons Mathias Wargon, qui est médecin urgentiste, chef de service des urgences et du SMUR de l'hôpital de Saint-Denis et directeur également de l'Observatoire régional des soins non programmés d'Île-de-France. Nous avons Zéna Brié, qui est déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Marie-Sophie De Saulles, qui est présidente de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, la FEAP. Et nous avons Laurent Habert, qui est directeur général de l'Agence régionale de santé Centre Val de Loire. Alors, ce sujet des urgences, nous savons que le ministre de la Santé et de la Prévention en fait sa priorité, et elle s'est même imposée à lui d'une certaine façon dans l'actualité. Il y a eu, pour réparer les urgences, une boîte à outils opérationnelle qui a été proposée dans le cadre d'un plan été qui devait durer 3 mois pour certaines des mesures qui étaient dérogatoires ou expérimentales. Donc nous pouvons être à l'heure des bilans sur ce qui a été fait, ce qui a été vécu aussi par les acteurs, et prendre également un peu de recul sur cette question du meilleur accès ou du meilleur positionnement des urgences dans la réponse aux besoins de santé. Alors, Mathias Wargon, je vais m'adresser tout d'abord à vous, puisque de votre place à la fois d'acteur engagé, de médecin, de chef de service, d'expert également, notamment au sein de l'Observatoire d'Île-de-France, quel est votre sentiment, votre première appréciation sur les mesures d'urgence décidées? Est-ce qu'elles ont eu un vrai impact sur les flux, sur l'activité des services, des professionnels dans votre établissement, plus généralement en Île-de-France? Et est-ce qu'elles peuvent avoir un impact durable si on ne les accompagne pas d'une action aussi peut-être plus profonde sur d'autres déterminants du besoin de soins urgents? Mathias Wargon, vous avez la parole. Merci, bonjour. Alors, l'impact des mesures du plan Braun sur les urgences, il est en réalité très difficile à mesurer comme ça. Au bout de 3 mois, 3 mois, c'est rien. Et je vais revenir sur ces mesures-là. Mais 3 mois, en fait, c'est l'IGAS qui actuellement a une enquête, mais c'est compliqué de dire si l'activité des urgences a changé à cause des mesures qui ont été mises en place, si il a fait très chaud et donc on a eu plus de personnes âgées. Mais pour la première fois depuis 2 ans, les gens pouvaient partir en vacances, et même dans des environnements comme le mien, il y a plus de gens qui sont partis en vacances, donc moins de pression sur l'hôpital. Qu'ont fait les médecins libéraux? C'est vaste programme pour savoir ce qui s'est passé en 3 mois et qu'est-ce qui a déterminé le fonctionnement des urgences. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, les urgences, depuis qu'on dit que c'est la catastrophe, c'est-à-dire depuis le printemps, et en tout cas en Île-de-France, ont vu leur activité monter. Pour des raisons, encore une fois, difficiles à analyser, mais clairement en Île-de-France, on a eu des journées extrêmement compliquées aux urgences. Moi, dans mon service qui fait 150-160 passages par jour en moyenne, on a eu des semaines entières à 200 passages tous les jours, le week-end compris. Donc clairement, soit les gens ont décidé d'aller aux urgences avant que ça ferme, ce qui est une des possibilités, soit on n'a pas tous les déterminants qui font que les gens vont aux urgences. Pour ce qui est du plan Braun, en fait, le plan Braun, il est intéressant parce les propositions ont été faites avant qu'il soit nommé ministre de la Santé. Il est lui-même urgentiste, lui-même président d'un des 2 syndicats d'urgentistes, le syndicat un peu plus institutionnel, celui des chefs de service. Et il a été obligé de piocher sa boîte à outils dans tout le panorama de ce que tout le monde proposait.
Et quand on est urgentiste, c'est assez marrant de voir que d'un côté, on a l'hélicoptère. Alors, bon, c'était une mesure un petit peu exotique, 24 heures sur 24, mais qui est vraiment la pression des SAMU-SMUR. Et à la fois, des choses qui sont beaucoup plus novatrices, comme la régulation des urgences. On avait écrit, Philippe Juvin, le professeur Juvin et moi-même, professeur Juvin donc, de l'HEGP, qui est également élu LR, et moi-même, on avait écrit donc un truc apolitique à la sortie de la première vague des urgences en parlant de régulation. Tout le monde avait poussé de hauts cris. On parle depuis des années de SMUR paramédicaux, c'est-à-dire de SMUR d'unités d'ambulance telles qu'elles sont actuellement avec des médecins, mais sans médecins, uniquement avec des infirmières. Et c'était l'objet de lutte vraiment et de conflits entre les pompiers qui avaient commencé à en mettre en place et les médecins, les rouges et les blancs, comme on dit, et les médecins du SAMU qui étaient vent debout contre. Et on a vu que ces 41 mesures, en fait, elles couvraient carrément tout le panel de ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire, c'était un peu la foire aux idées. Avec des choses qui, quand on les remet dans le contexte, sont parfois un peu étranges. Par exemple, le grand exemple actuellement de la régulation, c'est Bordeaux. Bordeaux, le SAMU se met à faire une régulation pour empêcher d'emmener les gens aux urgences, et les urgences elles-mêmes ferment la porte de leurs urgences. C'est quelque chose, c'est du jamais vu. Vous êtes devant les urgences, vous avez un besoin de santé, vous ne pouvez pas rentrer, la porte est fermée, et vous allez voir quelqu'un, alors ça n'a jamais été très clair si c'était des infirmières de tri, ou parfois juste un téléphone pour appeler le SAMU, qui eux-mêmes ne sont pas urgentistes, pour savoir si vous allez pouvoir rentrer dans les urgences ou pas. Or, il y a eu une diminution de la fréquentation des urgences, mais depuis quelques jours, il y a une recherche de poste de chef de service pour les urgences de Bordeaux. Et quand on regarde un peu le dossier, on s'aperçoit qu'ils ont 53% d'hospitalisation dans leurs urgences. Donc on se doute bien que leur problématique n'est pas une problématique d'amont, mais une problématique d'aval. 53%, le taux habituel d'un service d'urgence d'hospitalisation, dans le public, il se situe aux alentours de public et FEAP, à peu près 20-25%. En clinique, on est plus, enfin dans le privé, on est plus de l'ordre de 12-15%. On est très très loin, en tout cas de 53%. Et donc on voit bien que cette boîte à outils, elle doit être adaptée au système. La régulation, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, est bien avec le SAS. En pratique, nous, on a fait une thèse de médecine sur les patients qu'on pouvait réguler. Donc, on a pris les patients qui, a priori, auraient pu aller ailleurs que chez nous. Et puis, notre interne à l'époque, qui est maintenant médecin senior dans le service, est allé les interroger pour savoir, voilà, est-ce qu'on pourrait éventuellement, si on avait une destination, et encore, un régulé, ça ne veut pas dire sortir les patients des urgences, ça veut dire les envoyer vers un parcours de soins. Encore faut-il qu'il existe ce parcours de soins. Eh bien, on s'est aperçu qu'à peine 30% de ces patients-là, on pouvait les renvoyer pour diverses raisons. Donc on voit bien que toutes ces mesures, les unes derrière les autres, en fait, c'est un peu des pansements. En fait, on essaie de soigner des symptômes. Vous avez de la fièvre, on va vous donner du paracétamol. Pour soigner une fièvre, si elle n'est pas virale, moi, on m'a appris en médecine qu'il fallait donner des antibiotiques. Or, personne actuellement n'a les antibiotiques sur les urgences. Les conséquences, c'est quoi ? Les conséquences, c'est que le personnel s'en va. Et si on a eu autant de problèmes aux urgences cet été par rapport aux étés précédents, c'est parce que les étés précédents, on avait des problèmes médicaux de médecins qui n'étaient pas là. On avait des problèmes de recrutement de médecins. Cette année, on a eu des problèmes de recrutement d'infirmières aux urgences et dans les services d'aval, ce qui est toujours un problème. C'est pour ça qu'on ferme des lits l'été. Mais c'est aussi un problème d'organisation du système de santé, et c'est de se dire, OK, à quoi servent les urgences? Mais au-delà des urgences, à quoi sert l'hôpital? Comment il doit être organisé? On parle toujours des urgences. Les urgences sont peut-être l'endroit où c'est le mieux organisé à l'hôpital. Moi, je suis un spécialiste de l'organisation des urgences. Dans mon congrès, il y a des topos sur l'organisation des urgences. On se réorganise en permanence. Le seul problème, c'est que depuis 30 ans qu'on se réorganise, en fait, on court derrière les problèmes sociaux. Moi, j'ai des assistantes sociales aux urgences. Je suis dans un département très pauvre, sinon le plus pauvre. Donc, on s'arrange pour s'adapter. Le reste du système ne s'est jamais adapté. Son adaptation au système, que ça soit à l'hôpital, et on le voit avec les 53% de Bordeaux, mais avec l'amont,
de façon globale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives locales. Mais de façon globale, sa façon de s'organiser au système, c'est quoi? C'est de dire, quand il est face à un problème qu'il ne peut résoudre, envoyez-le aux urgences. Et donc, nous, on a essayé de s'adapter, mais on ne peut pas s'adapter à tous les problèmes de société. Donc, je pense que réparer les urgences, c'est réparer, ou peut-être pas réparer d'ailleurs, peut-être tout foutre en l'air et reconstruire, construire un nouveau système à base de médecine de ville, parce que l'hôpital coûte très cher et on n'a pas toujours besoin du plateau technique de l'hôpital, à partir de médecine de ville, mais en s'ouvrant sur autre chose. Quand on voit le mal qu'on a à mettre en place ces infirmières de pratique avancée qui existent dans tous les autres pays. En France, on a eu le Conseil de l'ordre qui s'est allié à d'autres syndicats. Je dis d'autres syndicats parce que le Conseil de l'ordre n'est qu'un syndicat libéral comme un autre. Et il s'est allié à d'autres syndicats contre les infirmières de pratique avancée. Enfin, on est au 19e siècle. Et on voit bien qu'il va falloir refonder tout ça. Qui prend les patients en charge? Pourquoi on les prend en charge? Qu'est-ce que c'est qu'un parcours de soins? Comment ça s'organise? Qu'est-ce que c'est que du soin non programmé? Qu'est-ce que c'est que des urgences? Ça n'est pas la même chose. Et donc, c'est ça pour moi, réparer les urgences. C'est pas réparer les urgences. Les urgences, malgré tout, elles sont en souffrance depuis le premier rapport Steg, dans les années 90, si je ne me trompe pas. J'étais même pas interne, je pense. Je suis maintenant assez âgé. Et on a désormais, on court, nous, après tout ça. En fait, c'est tout le reste du système qui doit se réparer. Les urgences, elles se répareront d'elles-mêmes à ce moment-là. Je pense que c'est une bonne interpellation pour les intervenants qui vont suivre. Mais peut-être juste par rapport à cette idée que les services d'urgence se sont réorganisés en permanence, on voit que l'ajustement par les moyens supplémentaires est de plus en plus difficile, peut-être à la fois pour des questions de contraintes budgétaires et pour ces questions de recrutement, de fidélisation et d'attractivité des services. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, en termes de baisse de flux pour pouvoir remplir correctement vos missions? Alors, faut que ça baisse de 10-15% ou ça n'est pas le sujet? C'est le sujet et ça n'est pas le sujet. C'est le sujet parce que quand on baisse de 10-15%, quand on n'a pas cette pression des patients dits de bobologie, mais qui sont des patients de soins non programmés, nous, on s'est organisé. Moi, mes patients de bobologie, ils sont dans la salle d'attente, ils voient un médecin et ils ressortent. Donc, ils ne font pas la pression, mais ils font quand même de la pression. Ils m'obligent quand même à m'organiser. Ils font de la pression sur l'infirmière d'accueil. Mais ça n'est pas que le problème. En fait, j'ai l'habitude de dire que plus de monde dans le bordel, c'est juste du bordel avec plus de monde. Nous, on a réussi, à mon arrivée dans le service, à réduire de 3 heures les temps de passage aux urgences, sans personnel supplémentaire. Mais le fait de s'organiser, ça a permis non pas d'économiser du personnel, le rêve de tous les directeurs, et ça a permis non pas d'embaucher plein de personnel, le rêve de tous les syndicalistes ou de tous les chefs de service, puisque plus vous régnez sur du monde, plus vous êtes quelqu'un de puissant, mais ça a permis de savoir où on avait besoin des gens et les mettre aux bons endroits. Et en fait, il faut réorganiser l'hôpital. L'hôpital n'est pas organisé. Chacun travaille dans son coin, sans vraiment de contact avec les autres, avec ses propres contraintes. Je ne dis pas que les gens sont des feignants, mais ils ne prennent pas en compte le système global. Et à chaque fois, l'excuse, c'est de dire « Ah non, mais on va mettre le patient au milieu des soins ». Ça, c'est la grande tarte à la crème. C'est pour moi, je repère ça avec à chaque fois qu'on dit on va mettre République démocratique. Vous pouvez savoir qu'à chaque fois que vous lisez des républiques démocratiques, c'est que le pays ne l'est pas tellement. À chaque fois que vous entendez un professionnel, que ce soit un soignant, que ce soit un administratif, un politique qui vous dit on va remettre le patient au centre du système de soins, non, il pense à lui. Moi, je pense qu'il faut faire le contraire, il faut penser à soi. Quand on aura un système organisé avec du personnel heureux, d'abord il reviendra, heureux et bien payé. Et donc, il faut avoir du personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de personnel, mais il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il y ait des services peut-être qui disparaissent. Il y a des services qui sont des services du XXe siècle, qui sont en fait intégralement remplaçables de l'hôpital de jour, et d'autres services qui doivent être étendus, où il doit y avoir plus de personnel que la norme, comme la gériatrie par exemple, où on doit pouvoir avoir du personnel qui puisse s'occuper des patients. Donc on voit bien que c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de solution univoque. L'organisation d'un côté, ce qu'on appelait le lean management, qui n'est plus du tout du lean management, qui est juste de la restriction budgétaire, et de l'autre côté, mettre plein de monde dans les services avec des gens qui, au final, s'ennuient, ne travaillent plus, ou quand ils travaillent, le font à contre-courant. Merci beaucoup.
pour ce témoignage à la fois vraiment très inscrit dans le quotidien, dans l'action quotidienne, et puis avec des mises en perspective qui sont autant de perches tendues aux intervenantes qui vont suivre. Alors, Zéna Briey, je me tourne maintenant vers vous. Vous dirigez la plus grande des fédérations hospitalières et on sait le rôle que joue l'hôpital public dans la réponse aux besoins de santé. Quels sont selon vous, au-delà du plan urgence, dont effectivement il est encore jeune et on n'a peut-être pas tous les éléments de bilan, les grands paramètres sur lesquels on peut jouer ou auxquels il faut vraiment s'atteler pour desserrer la pression qui s'exerce sur les urgences, mais au-delà toujours encore très fortement sur le système hospitalier, alors même effectivement que depuis plusieurs années, on souhaite faire monter la première ligne, la ligne de soins primaires, le premier recours. Et est-ce que les hôpitaux publics peuvent mieux s'organiser à la fois en interne et aussi au sein, par exemple, des communautés hospitalières de territoire ou en lien avec les acteurs libéraux qui, eux aussi, normalement, doivent plus se structurer pour participer à la réponse aux besoins de santé? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais vous êtes très mobilisés sur ces sujets. Tout à fait. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, permettez-moi juste un petit peu de planter le décor au-delà de ce qu'a présenté mon voisin. D'abord dire qu'en 10 ans, en 20 ans, le nombre de passages aux urgences a été multiplié par 2. La population française n'a pas été multipliée par 2. Vous donner d'autres éléments de contexte. Les services d'urgence assurent aujourd'hui une réponse aux besoins non programmés qui va bien au-delà de leur mission initiale. Selon des données du Conseil national de l'ordre des médecins, depuis un certain nombre d'années, nous assistons à une baisse régulière du nombre de médecins généralistes installés, à tel point que entre 2021 et 2025, le CNOM nous dit qu'il y aura moins 4% de médecins généralistes. Ensuite, sur la base d'une étude que nous avons réalisée, dans 17 départements, nous avons une baisse de 20% des médecins généralistes entre 2020 et 2021. Et enfin, à l'exception de 5 départements, la totalité des départements enregistre à la fois et de façon concomitante une baisse des médecins généralistes et une hausse des passages aux urgences. Et dans plus de 50% de ces départements, le pourcentage est de 10%, de plus de 10%. Enfin, il faut quand même le dire aussi, 39% des médecins généralistes assurent une permanence des soins. Ça permet peut-être de comprendre aussi que régler le problème des urgences et le problème de l'hôpital, comme le disait d'ailleurs le docteur Vargon, ne concerne pas uniquement que l'hôpital. Alors oui, c'est incontournable à votre thématique, retisser, réparer, relier la protection sociale et les solidarités, c'est indispensable. Et si on veut retisser, réparer et relier, la logique de solidarité est incontournable. Alors il faut le faire à plus d'un titre et j'espère que nous sommes au sortir de la crise sanitaire. Il faut le faire à plus d'un titre. D'abord, pour une question de santé publique et des réponses aux besoins de santé. On a une problématique d'accès aux soins, on a une problématique de suivi de certaines populations dites fragilisées, que ce soit lié à l'âge, que ce soit lié au handicap ou à la précarité. Et puis, nous avons incontestablement de la prévention et un virage préventif à réaliser. Et lorsqu'on regarde les données de la crise sanitaire, les populations qui ont été touchées, on voit combien nous avons beaucoup à faire, ne serait-ce que sur le diabète de type 2 et sur l'insuffisance cardiaque. Deuxième aspect, nous avons à prendre des mesures, à les prendre vite et à donner des perspectives. Des mesures à prendre vite, oui, parce que nous avons passé l'été, l'automne est là, l'hiver arrive et aujourd'hui, nous avons une réalité de problèmes de ressources humaines et une offre restreinte. Nous avons des territoires, je l'évoquais tout à l'heure, où l'accès aux soins n'est pas assuré. Nous avons un taux d'absentéisme qui a augmenté dans nos établissements pour plusieurs raisons. Et cette situation ne fait qu'accroître les difficultés et les enjeux d'exercice. Par ailleurs, nous avons de fortes difficultés en matière de ce qu'on peut appeler les pénibilités liées à la continuité de soins, qu'il s'agisse du travail de nuit, extrêmement peu valorisé, qu'il s'agisse du travail des week-ends et des jours fériés. Et comme vous le savez, le secteur de la santé, comme les autres secteurs, n'échappe pas à cette crise
existentielle de comment on exerce son métier, quel métier on choisit et de quelles conditions on l'exerce et comment on concilie le mieux la vie professionnelle et la vie personnelle. La vie professionnelle et vie privée, oui. Et puis, peut-être, puisque vous me posiez la question de comment s'en sortir et comment adapter les différentes solutions, et en tout cas ce qui a été proposé, je pense qu'il faut avant tout éviter et mettre fin aux phases aiguës que nous avons connues jusqu'avant la crise, c'est-à-dire les crises saisonnières, qu'il s'agisse des périodes estivales, l'hiver comme l'été. Nos hôpitaux connaissaient déjà des pics d'arrivée de patients aux urgences parce que nous n'étions pas organisés sur les territoires. Des services d'imagerie privés qui ferment, on oriente directement les patients vers l'hôpital, ça perturbe. Des congés, c'est normal que tout le monde puisse prendre ses congés, mais quand cela n'est pas organisé, de la même façon, ça oriente et ça désorganise l'hôpital. Quand ça désorganise les urgences, ça désorganise aussi les autres services de l'hôpital. Avant d'aborder sur les solutions qu'on pourrait mettre en place, vous me posiez la question de l'organisation de l'hôpital et des groupements hospitaliers de territoire. Nous avons vu la plus-value de ces groupements hospitaliers de territoire au moment de la gestion de la crise. Nous l'avons d'autant plus vu lorsque dans ces groupements hospitaliers de territoire, on avait une unicité de commandement. Quand j'ai une unicité de commandement, il s'agit de la gouvernance médicale et de direction. Pour prendre les décisions rapides, transformer des lits de médecine en soins intensifs, des lits de soins intensifs en lits de réanimation, des sorties anticipées vers les soins de suite, vers l'HAD, etc. De la même façon, lorsque nous avions des structures médico-sociales en coopération avec ces groupements hospitaliers de territoire, là aussi, nous avons vu une meilleure prise en compte des résidents de ces établissements, avec la possibilité de mettre en place dans l'établissement même des unités Covid, ce qui permettait de maintenir ces personnes dans leur environnement. Et bien sûr, au plan structurant, à la fois sur le plan national et territoire, on a vu combien les groupements hospitaliers de territoire, adossés à un CHU ou à un gros centre hospitalier, ont répondu présent pour accueillir les 100 supercongélateurs, initier les centres de vaccination et puis bien évidemment organiser au mieux tout l'aspect logistique. Donc incontestablement, les groupements hospitaliers de territoire ont joué leur rôle. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est de la même façon que d'autres secteurs se sont organisés, c'est probablement dépasser désormais le stade du groupement hospitalier de territoire pour s'orienter vers la définition de filières de soins prioritaires sur le territoire à partir d'un diagnostic de santé des populations de ce territoire et de leurs spécificités. Ce qui nous permettrait effectivement ensuite, tout acteur confondu, d'essayer d'avancer, de se fixer des objectifs sur les filières à améliorer, qu'il s'agisse des filières d'urgence, d'accès aux soins primaires, de prise en charge et d'accompagnement des personnes âgées ou d'autres. Ça, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point. Et puis en ce qui concerne la boîte à outils et les mesures prises dans le cadre de la mission Flash pour cet été, indéniablement, certes, ça a apporté quelque chose, hein, la valorisation du travail de nuit, la valorisation des gardes et des astreintes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative parce que ces mesures étaient conduites jusqu'au 30 septembre. Nous demandons à ce qu'elles soient au moins prolongées jusqu'au 31 décembre, le temps qu'on puisse d'ailleurs ouvrir le chantier de fond sur le travail de nuit et les conditions d'exercice. Alors nous espérons que nous allons avoir une réponse rapide parce qu'au moment où on examine le PLFSS, nous savons que le ministre de la Santé est convaincu de cela. J'ose espérer que nous n'avons pas de blocage au niveau de Bercy sur ce sujet-là et qu'on puisse effectivement avancer sur cet aspect. Sur d'autres mesures qui ont été mises en place, le service d'accès aux soins qui a été mis en place dans 19 sites pilotes, les retours que nous avons sont plutôt positifs. La forfaitisation de l'orientation des patients depuis les urgences, la valorisation à 60 € qui permet de financer du temps administratif, du temps social pour orienter les patients soit vers une maison médicalisée, soit vers un médecin généraliste, nous paraît assez intéressante. Elle est expérimentée dans 3 établissements. Il faudrait généraliser assez rapidement ces dispositifs.
Et puis enfin, sur la méthode, moi je reste optimiste parce que nous avons vu que dans le cadre de la gestion de la crise, nous étions capables tous d'être solidaires, tous d'être capables de retisser des liens, tous d'être capables de réparer et tous d'être reliés tous ensemble sur un seul objectif, assurer une prise en charge efficace des patients, les soigner dans les meilleures conditions possibles. Je ne vois pas pourquoi, en dehors de la crise, on ne serait pas capable de le faire. Et donc pour nous, ça s'appelle un diagnostic territorial, un engagement de tous les acteurs autour de la responsabilité populationnelle, une contractualisation avec l'État et les agences régionales de santé autour d'un projet territorial de santé. Merci beaucoup Zenda Vrier, et je confirme ce qui a été dit par Mathias Wargon tout à l'heure. Il a bien une mission, voilà, IGAS, d'évaluation effectivement de l'apport, de l'appropriation des différents dispositifs de la boîte à outils, qui a essayé, voilà, en mission flash aussi, répondant à la mission flash que le ministre avait conduite avant qu'il ne prenne ses fonctions. Sur un certain nombre de chiffres aussi, on a une estimation de 12% en fait des établissements qui ont mis en œuvre ou testé la régulation avant passage aux urgences, au-delà effectivement de cet exemple bordelais que Mathias Wargon rappelait. Mathias Wargon, vous aviez une réaction. Juste 12%, ça veut dire qu'il y avait 12% de services qui allaient très très mal. Voilà, c'est pas un test positif, c'est un test négatif. Voilà, mais qui avait besoin effectivement de trouver cette forme mais la régulation non régulée que les établissements qui avaient besoin de réguler. Donc c'est 12%. Alors maintenant, je me tourne vers Marie-Sophie Dessol, qui préside une fédération d'établissements sanitaires, médico-sociaux, qui très souvent participent à ce qu'on appelle le service public hospitalier. Ils sont des établissements d'intérêt collectif et qui couvrent effectivement un vaste champ de public et de type d'activité. Donc, première question un peu générale, comment vos membres, comment vos adhérents ont-ils vécu cette période de forte tension, et est-ce que globalement, les mesures qui ont été prises ont permis de passer une phase aiguë, une phase critique, comme ça a été évoqué? Et ensuite, comme vous avez été aussi directrice d'agence régionale de santé, vous demandez peut-être dans la meilleure organisation, peut-être des parcours entre les différents types de prise en charge, sanitaire, médico-sociale, sociale le cas échéant, dans l'organisation territoriale. Est-ce que vous voyez des leviers pour essayer de sortir effectivement d'une gestion du problème des urgences, mais dont on pressent qu'on ne peut pas réparer les urgences sans regarder leur environnement? Merci beaucoup. On disait tout à l'heure avec mon voisin que si on avait la réponse à cette question-là, soit on serait richissime, soit on serait ministre de la Santé. Mais pour autant, je vais essayer de répondre un peu à ces différentes questions. Alors, tout d'abord, les adhérents FEAP, par rapport aux différentes mesures qui ont été donc proposées et mises en œuvre par le ministre de la Santé. Alors, disons de manière positive, c'est qu'on a plutôt une vision positive des kits mis à disposition et qui permet aux acteurs de s'en saisir en fonction des besoins. Considère que c'est plutôt une bonne manière de procéder, plutôt que d'avoir cette vision, comme on aime bien l'avoir de temps en temps, qui est très jacobine et État, qui explique à tout le monde ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Donc, dans la méthode, je dois dire que nous avons trouvé cette méthode plutôt positive. À l'inverse, je suis obligée de dire que pour nos adhérents, le fait que, alors que vous l'avez rappelé, nous avons une mission de service public, nous n'ayons pas pu bénéficier des mêmes mesures autour du travail de nuit, etc. Et donc que ça a été réservé à l'hôpital public, a eu une légère tendance à nous énerver et à se dire que pour le coup, on demeurait dans une vision très statut, alors que on aurait pu être dans une logique de mission et de service public. Et je pense honnêtement que ça ne sert pas à grand monde, cette histoire-là, parce que effectivement, ça peut provoquer des effets report
vers les hôpitaux publics, puisque finalement, j'allais dire les mêmes facilités pour simplement disposer des ressources humaines dans nos services ne nous étaient pas données. Puis un autre élément également qui nous a un peu laissé rêveurs dans le cadre du rapport de Monsieur Braun, c'est quelquefois le sentiment de se dire que, comme on traitait le sujet des urgences, on pouvait renvoyer la balle vers d'autres secteurs d'activité. Et j'en veux pour preuve, finalement, la réflexion autour de il faudrait que les admissions en EHPAD se fassent plus vite. Certes, c'est intéressant, sauf que les EHPAD rencontrent exactement les mêmes difficultés en termes de ressources humaines, de difficultés notamment de recrutement d'infirmiers, et donc d'assurer une permanence d'infirmiers dans les structures, et que pour le coup, effectivement, un certain nombre d'EHPAD n'ont pas pu répondre à ces attentes d'admission parce qu'il leur manquait les ressources humaines pour le faire. Et donc, il faut toujours avoir cette vigilance et c'est pour ça qu'on est bien sûr réparer et retisser le système de santé et ne voir qu'une porte d'entrée qui sont les urgences, finalement, à mon sens, risque de provoquer un espèce d'effet report vers ce que j'appelle les structures d'aval que sont les domiciles des personnes avec les services qui accompagnent à domicile vers les EHPAD, voire vers même d'ailleurs les professionnels libéraux également. Donc on a vraiment besoin d'avoir une vision systémique du sujet. Alors oui, il faut traiter des urgences. Voilà, mais il faut en réalité avoir une vision un peu plus globale. Et on peut espérer que dans le cadre de la conférence des parties prenantes, c'est bien cette vision globale qui va émerger. Alors, quels sont à notre sens les sujets qui sont à traiter, sachant que puisque vous faisiez référence à mon expérience d'agence régionale de santé, je reste persuadée que nous avons d'abord pas de solution nationale, nous avons des solutions territoriales, ça je dirais c'est le premier sujet. Deuxième sujet, ça veut dire qu'il faut que dans ce pays, on change notre logiciel et notre manière de raisonner et que l'on soit sur la stratégie de la confiance vis-à-vis des acteurs de proximité et qu'on soit sur des logiques de co-construction de réponses. Et en cela, je suis assez d'accord avec l'idée de ces boîtes à outils ou des effets leviers qu'il faut réussir à mettre en place au national pour que, en fonction de la réalité des territoires, en fonction de la réalité des populations et des acteurs de santé qui existent sur un territoire, on puisse, j'allais dire, construire une réponse ad hoc au profit de la population. Donc vraiment une logique territoriale, et en cela, moi je rejoins Zéna Brié sur la question projet territorial de santé, discussion dans des CTS, donc au niveau de territoire de santé, et possibilité effectivement de contractualiser sur des objectifs. Il y a bien eu des objectifs qui ont été définis pour les médecins libéraux sur un certain nombre d'objectifs de santé. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en logique plus collective avec des acteurs sur un territoire qui permettraient, j'allais dire, d'essayer de répondre à ces sujets majeurs qui sont la question de l'accès aux soins, mais qui sont aussi, parce que ça a un impact sur les urgences, sur la vie à domicile, et les difficultés rencontrées pour un certain nombre de personnes qui ont des maladies chroniques, qui avancent en âge, qui sont en situation de handicap, simplement à un moment donné que les dents ne soient plus là. Voilà. Et le fait que les dents ne soient plus là, est-ce que ça justifie une logique d'hospitalisation? Pas sûr, mais encore faut-il qu'on ait mis un système, j'allais dire, d'accompagnement et d'accompagnement d'urgence lorsqu'il y a des situations, je rejoins ce que disait le docteur Vargon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, les urgences sont devenues le lieu d'accueil,
lorsque plus personne n'est en capacité de répondre. Il faut donc organiser la réponse d'un certain nombre de sujets qui ne nécessitent pas un accès aux soins. Je veux dire, donc on est vraiment dans une dynamique de cet ordre-là. Et puis, il faut que l'on traite de l'attractivité des professionnels et de la question des ressources humaines. Parce que là encore, il faut faire attention de ne pas se dire on va mettre tous les moyens sur les urgences, voilà, ou on va mettre tous les moyens sur l'hôpital public ou sur l'hôpital et pas dans les structures médico-sociales. Nous avons un problème collectif qui est effectivement que nos métiers n'attirent plus, ou du moins n'attirent pas en nombre suffisant par rapport à la réalité de nos besoins. Et donc, nous sommes tous en réelle difficulté pour avoir une réponse de qualité en soins et en accompagnement des personnes. Alors, on fait quoi de ça? Ça existait avant la crise, ça s'est certainement accéléré parce qu'il y a eu quand même des départs, non pas tellement de concurrence, on nous dit souvent c'est l'un ou l'autre qui a bénéficié d'eux, etc. Je ne crois pas. En réalité, il y a un certain nombre de personnes qui ont quitté effectivement le métier, et en même temps, il faut qu'on le traite. Alors, nous, il y a deux sujets qui nous préoccupent. Le sujet de l'intérim, parce que le sujet en fait de la concurrence entre nous et de qui va payer le plus cher pour réussir à avoir tel médecin, telle infirmière, etc. Et ça, c'est insupportable. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on réussisse à réguler ce système-là, y compris par un accord entre les acteurs de santé, quoi, je veux dire. Oui, chacun. Absolument. On est dans des logiques de surenchère qui nous posent problème. Et pour le coup, c'est pas forcément les hôpitaux publics et c'est pas forcément les hôpitaux de la FEHAP qui sont les plus en capacité de faire cette surenchère, même si ça existe, disons-le. Donc il y a le sujet de l'intérim. Et puis il y a quand même ce sujet qu'on n'arrive pas vraiment à mettre sur la table. Et alors que le docteur Vargon illustré avec les infirmières de pratique avancée, mais pour moi, le sujet est beaucoup plus large que ça, qui est la question de la délégation de tâches, c'est-à-dire de la réalité de tel professionnel peut réaliser à telle compétence et donc peut la mettre en œuvre. Donc oui, il y a un sujet infirmier. Moi, je considère que, par exemple, dans les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, etc., il y a un certain nombre de choses qui seraient en capacité de réaliser et qui ne nécessitent pas d'être médicalisées et qui, pour le coup, le sont. Je pense également que sur les aides-soignants, il y a un certain nombre d'éléments, et à domicile et dans les structures médico-sociales, qui devraient pouvoir être faits. Et on voit qu'on a un blocage aujourd'hui, j'allais dire corporatiste, donc on a un blocage corporatiste sur ces sujets-là, qui devient, j'allais dire, inentendable, alors que nous avons un certain nombre nous avons une société qui avance en âge, nous avons une société où il y a de plus en plus de malades chroniques qui donc nécessitent un suivi, mais ce suivi, il pourrait être réalisé plus à proximité, de manière qualitative, sans forcément le médicaliser. Donc je pense qu'il y a vraiment à repenser l'ensemble de cette dynamique-là. Merci beaucoup Marie-Sophie de Saulles, avec des éléments qui relèvent de différents niveaux, mais vous avez là embrassé un tableau très large de l'ensemble des déterminants importants. Alors maintenant, Laurent Imbert, vous êtes directeur de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, directement mobilisé pour favoriser l'accès aux soins de l'ensemble des habitants de cette belle région et appuyer les initiatives des établissements et des professionnels. Alors tout simplement, vous demandez peut-être quel est un peu votre diagnostic régional, comment se situe votre région, et nous dire peut-être quel type d'action vous avez soit favorisé, soutenu ou même initié de l'Agence régionale de santé pour une meilleure consolidation de l'offre de soins, une meilleure coordination des soins. Bonjour à toutes et à tous. Donc peut-être avant de vous répondre, pour savoir d'où je parle et où je me situe, situons la région Centre-Val de Loire à la façon dont les urgences
interviennent pour répondre aux besoins de la population. La région Centre-Val de Loire, ça va de la Normandie à l'Auvergne. C'est 25 services d'urgence. C'est un peu plus de 3 fois la taille de la région Île-de-France et c'est 5 fois moins peuplé que la région Île-de-France. Ces éléments sont importants parce que ça veut dire que le maillage territorial, la façon dont on va pouvoir accéder aux services d'urgence et les distances au regard des services d'urgence sont un élément très important de l'accès aux soins. Et deuxième élément qu'on ne prend pas souvent en compte quand on parle des urgences, c'est aussi l'importance des SMUR, donc des véhicules, de la prise en charge de l'urgence vitale, parce que la base du service qu'on doit à la population, c'est l'égalité devant les urgences vitales, et donc le maillage territorial des SMUR qui vont pouvoir, à la fois SMUR terrestre et l'ISMUR, qui vont pouvoir intervenir. Une autre caractéristique de la région qui va vous expliquer aussi comment on fonctionne et comment on considère les urgences, on a 17% de la population qui n'a pas de médecin traitant. La moyenne nationale, c'est 11%. Donc on est dans une région, c'est assez connu, où il y a beaucoup moins de médecins. Il y a 20% de moins de médecins généralistes par rapport à la moyenne nationale. Alors là, c'est à peu près comme l'Île-de-France, sauf qu'on a aussi 20% de moins de spécialistes. Là, on a 35% de moins de spécialistes que l'Île-de-France. Donc on a vraiment des difficultés. Ça veut dire que les services d'urgence, c'est aussi devenu par nécessité la référence ou une des références pour la population. Avant de partir sur les solutions, la façon dont on a vécu cet été et les nouvelles possibilités qu'offre la démarche initiée avec la mission Flash, 2-3 éléments de constat sur la façon dont on a vu évoluer le problème en région. Premier élément de constat, il me semble que on vit la fin d'un cycle. Le début du cycle, moi je le situe il y a 20 ans, quand on a commencé à ne plus avoir de permanence des soins obligatoires. La réalité sur le terrain 20 ans après, c'est que la permanence des soins obligatoires, il y en a nettement moins, ça s'est progressivement dégradé avec des organisations qui subsistent mais qui sont extrêmement légères. Il y a quelque chose qui m'a frappé cette année. SOS Médecins à Tours ne veut plus faire la nuit profonde en déplacement. Donc on a SOS, c'est emblématique de la réponse aux soins urgents. Et bien, même SOS est venu à ne plus souhaiter faire la régulation. Donc on voit qu'on a une dégradation de la permanence des soins et donc nécessairement un report vers les urgences. Deuxième élément de constat, fin d'un système, fin d'un cycle et limite d'un système. Je crois qu'on demande trop au système, on demande trop aux professionnels de santé et on demande trop aux organisateurs. Quand je parle des organisateurs, il y a l'ARS, mais je mets d'abord les directeurs, les directrices et directeurs des établissements, les chefs de service aussi, qui sont en charge d'organiser ce système. On leur demande trop parce qu'on a une contrainte RH, une contrainte paradoxale, d'une volonté d'avoir un système égalitaire partout avec une contrainte RH très forte. Et un des symptômes de cette ambivalence dans les objectifs de la politique publique, c'est ce qu'on a indiqué, c'est le développement de l'intérim. Quand vous avez trop de contraintes d'un système, vous avez des formes de régulation ou de dérégulation qui se développent, et c'est pas anodin que le secteur des urgences soit le secteur où la dérégulation s'est faite le développement de l'intérim le plus vite. Troisième élément de constat très pragmatique, c'est que crise des urgences, je mettrai crise avec un S, et des urgences. On n'a pas toujours le même diagnostic. Il y a beaucoup en réalité de situations locales très, très différentes. Cet été, on se dit on va avoir un été pourri. Dans une région, on a plutôt moins de professionnels. Et en réalité, on a eu des difficultés, pas nettement plus qu'avant, je vais y revenir, mais on ne les a pas eu toujours sur les effectifs des services d'urgence. On les a plutôt eus. Je pense par exemple à l'hôpital d'Orléans, qui a un peu démarré la série commence au printemps. On les a eus plutôt sur les services d'aval. Et on voit que les sujets, ils se déplacent aussi. Ils deviennent des sujets internes à l'hôpital, des sujets d'organisation, de lien entre les services des urgences et les services d'aval, dans une perspective aussi d'augmentation des personnes âgées. C'est des jeux d'écluses.
Pardon, c'est des jeux d'écluses. Mais, le sujet se déplace, si je puis dire, devient aussi un sujet, un sujet intra-hospitalier dans beaucoup d'établissements. Et puis, dernier élément de constat avant de venir aux solutions, je crois que cet été, on a vraiment vu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la situation s'est réellement dégradée par rapport aux étés précédents, il n'y a aucun doute. Donc, on a eu des situations qu'on ne connaissait pas avant. Ça s'est dégradé parce que des contraintes en personnel importantes. Ça s'est dégradé aussi peut-être parce que l'idée qu'il pouvait y avoir autre chose et qu'on n'était plus obligé de totalement intégrer les contraintes, l'ensemble des contraintes. Il fallait qu'il y ait une forme de soupape et d'organisation différente. La méthode de la mission Flash, ça nous a semblé, je rejoins les interlocuteurs précédents, ça nous a semblé une vraie bouffée d'air frais sur la façon d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'on ne... C'est pas top-down, on part du terrain, on part d'un ensemble de solutions, on n'impose pas, on considère que les territoires sont divers, on essaye d'ouvrir la boîte des solutions. Et ça, il me semble que cette démarche-là, qui est un peu nouvelle dans notre état jacobin, elle est à conserver et même à développer et à reproduire dans d'autres secteurs. Et si je retiens trois mots de cet été, c'est régulation, adaptation et équité. Régulation, c'est pas un mot fréquent, courant dans notre système de santé. On ne régule jamais le patient. Le patient, il a l'habitude d'aller où il veut, n'importe où. Il y a bien eu le médecin traitant il y a 20 ans, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de régulation. Et donc, pour la première fois, cette thématique de la régulation est apparue comme presque une évidence. Et d'ailleurs, la façon dont ça a été considéré comme une voie intéressante à suivre, alors que c'était massivement mis de côté auparavant, est extrêmement intéressant. Adaptation, j'y reviens, les solutions, elles sont territoriales, donc il faut plutôt une boîte de solutions qu'une seule solution. Et puis équité, et là je reviens notamment sur ce que disait Madame Rillet, sur un élément important qu'on sent est le poids de la contrainte. Et avec les suites de la crise Covid, avec les évolutions sociétales, on voit que la contrainte, la gestion de la contrainte qui pèse sur les personnels, elle est moins supportable qu'avant. Et le fait de garantir une équité de la répartition de la contrainte devient un enjeu central d'une bonne organisation des soins. Quand je dis équité, c'est public, privé, libéral, hôpital, dans l'ensemble du système. Dans ce qui a fonctionné, quelques éléments, je ne vais pas faire le best-of des 41 mesures, parce que tous les territoires sont différents, mais on voit que les sujets autour des protocoles, qui n'étaient pas très connus, les protocoles inter-professions, les URPS chez nous s'en sont emparés, ont essayé de diffuser. On a vu que c'était pas très connu, pas très approprié, donc il y a un début de démarche. On a vu que des choses aussi de bon sens que permettre des transports vers les maisons de santé, pas uniquement vers les services d'urgence, ça pouvait... C'est marginal, mais ça pouvait être une des solutions. On a vu qu'il n'y avait pas forcément de solution aussi totalement miracle. Par exemple, le sujet de l'ouverture des services d'urgence, 12 heures, 24 heures, etc. Alors, on échange avec les établissements, ils disent oui, mais attention, quand vous êtes à Nogent-le-Rotrou, au hasard, les médecins qui viennent au service d'urgence, qui ne sont pas du coin, ils viennent pour 24 heures, ils ne viendront pas pour 12 heures. Et puis, ils font aussi les astreintes dans les services. Et donc, si vous modifiez ce paramètre-là, vous modifiez tout l'écosystème. Et peut-être que vous n'aurez plus de personnes aux urgences et que vous aurez en plus des difficultés de fonctionnement de vos services. Donc, une grande attention à avoir des choses très adaptées aux situations locales. Un petit point sur les CPTS. CPTS, il y a 5 ans, 6 ans, on n'aurait peut-être pas parié sur le devenir des acronymes un peu compliqués. On se dit, tiens, un truc techno de plus. En réalité, on a vu dans notre région que ça avait commencé à prendre. Alors, si vous voyez la carte, ça s'est progressivement développé sur 5 ans avec l'assurance maladie et avec les professionnels libéraux. Ça a produit 2 choses très concrètes chez nous. Ça a produit pendant la campagne de vaccination des centres de vaccination qui étaient armés par les CPTS, et ça commence à produire un début de solution sur les soins non programmés. C'est pas la panacée,
ça n'a pas la puissance de feu du SAMU. Ça permet quand même de faire en sorte d'orienter en journée des besoins de soins et d'y répondre. Et donc, on a vu se développer. Maintenant, on a 95% du territoire qui est couvert par des CPTS. Et donc, les professionnels libéraux, c'est assez historique. Je pense que c'est la première fois qu'on essaye vraiment d'organiser le monde libéral et que ça commence à prendre. Propose son moteur de solutions pour répondre aux soins non programmés. Le deuxième étage de la CPTS, c'est ce qu'on appelle le SAS, le service d'accès aux soins. Et ça, c'est effectivement ce vers quoi il faut aller, c'est-à-dire la coopération, la collaboration du SAMU et des professionnels libéraux pour élargir les possibilités d'orientation et de réponse aux soins non programmés de la population. Et puis peut-être pour terminer, pour rejoindre aussi ce qu'ont dit les interlocuteurs précédents. Alors, je n'ai pas la liberté de parole du docteur Vargon, donc je ne dirais pas il faut foutre en l'air le système. Mais je vais vous rejoindre quand même sur le fond. En réalité, ce dont on parle, réparer les urgences, on met quand même un pansement sur quelque chose qui est fondamentalement déficient, mais de tout temps dans notre système de soins, que d'autres pays ont su prendre en compte. Je pense l'Espagne, par exemple, dans les années 80. C'est-à-dire l'organisation de la première ligne et des soins ambulatoires avec des éléments qui peuvent être aussi parfois des éléments de contrainte ou d'organisation un peu structurée, mais qui sont, on le sait tous, le point faible, si je puis dire, d'un système par ailleurs qui a également ses intérêts et ses performances. On appellerait ça la responsabilité territoriale. Exactement. Ou populationnelle, par exemple. Alors, je pense que vous avez peut-être des réactions par rapport aux propos des uns et des autres. Je vais vous poser 3 questions, vous donnez 3 types d'interrogations des auditeurs, et libre à vous d'y répondre et de réagir aussi aux propos qui ont été tenus par les autres intervenants. Une première réaction autour de ces aspects à la fois sociologiques et juridiques de recul de la permanence des soins ambulatoires, devenue obligation collective et dont on sait que ça ne rencontre pas forcément les aspirations en termes de rythme de vie, de travail, de vie privée des professionnels de santé. Donc la question, comment les faire revenir? Est-ce que c'est en organisant effectivement des systèmes autour CPTS, des SAS? On voit aussi fleurir des centres de soins non programmés ambulatoires dont je n'arrive pas à me figurer ce que c'est, quel est leur modèle d'une certaine façon dans le système. Une deuxième réaction là autour d'un événement dramatique familial survenu dans l'entourage d'un auditeur sur la question: est-ce que les urgences vitales peuvent être toujours bien assurées dans un système qui est débordé? Là, c'est un temps de déplacement d'un SMUR qui a été long, parce qu'il y avait beaucoup d'activités et une perte de chance pour un patient. Et une troisième question, vraiment là, beaucoup plus large, qui est, vous projetez d'une certaine façon une vision qui appelle une action systémique sur l'ensemble des composantes du système, et cette question de savoir qui en est d'une certaine façon responsable ou détenteur dans notre organisation, quelle est l'enceinte ou le responsable qui peut assembler tous ces éléments dans une vision et dans un tout qui fonctionne de façon symbiotique. Alors que... Écoutez, moi je veux bien répondre à la dernière, qui est responsable. Je crois que c'est plus le sujet de savoir qui est responsable. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous une responsabilité collective à répondre aux besoins de santé sur les territoires. Nous le devons à nos concitoyens pour la simple et bonne raison que tous les acteurs de santé, qu'ils le soient directement ou indirectement, sont financés par la solidarité nationale. Et donc, à ce titre, c'est cet objectif de maintenir en santé une population, et ça donne du sens aux professionnels, quel que soit leur lieu d'exercice. Donc, je crois que c'est véritablement refonder le système de santé. Oui, c'est une révolution systémique. Ceci dit, on a déjà posé les fondements de cela. On l'a évoqué tout au long des discussions. Et tout à l'heure, vous avez évoqué la régulation du patient.
Je crois que c'est bien, mais il ne faut pas avoir peur de dire la régulation de notre système de santé. Il faut de la souplesse à l'échelle des territoires. Il faut un cadre national pour garantir les politiques publiques en matière de santé, mais il faut aussi pouvoir réguler et s'assurer que nos concitoyens sont bien inscrits dans un parcours de soins et qu'on apporte la vraie réponse à leur situation. Et puis peut-être juste sur un point concernant les métiers de la santé. Oui, au moment où on s'interroge sur un certain nombre de sujets, songez que par exemple, le taux de sinistralité chez les aides-soignants et aides-soignantes est supérieur au taux de sinistralité des ouvriers du BTP. Donc quand même, il est temps de se poser la question et vous pouvez utiliser tous les outils ergonomiques possibles. Hein, et heureusement qu'on les développe. Ce sont des métiers qui ont des caractéristiques et il faut prendre en compte ces caractéristiques. Vouloir qu'une aide-soignante exerce jusqu'à la retraite, autant qu'elle puisse y exercer en bonne santé. Donc ça pose véritablement la question des pénibilités. Et puis l'attractivité, c'est aussi ouvrir. Alors moi, je ne dis pas le glissement de tâches ni le transfert de tâches. C'est des compétences nouvelles. Nous avons une population qui évolue, des maladies chroniques qui évoluent, et donc il y a des besoins nouveaux. Et si on forme les bonnes personnes et qu'on leur donne la possibilité de faire ce qu'elles ont à faire en répondant à ces besoins de santé, on redonne du souffle et de l'air à ces métiers de la santé. Merci pour ces éléments. Marie-Sophie De Saulles et Mathias Wargon ensuite. Oui, peut-être en complément, parce que je rejoins ce que vient de dire Zénab. En réalité, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, je crois qu'on a d'abord besoin quand même de la co-construction entre les acteurs. C'est-à-dire que je pense objectivement que si c'est quelque chose qui descend d'en haut, on ne va de nouveau pas s'en sortir, y compris sur la question de la permanence des soins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'ensemble des acteurs qui doit être en capacité de dire comment j'assure la permanence de soins en fonction des acteurs présents sur le territoire. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment. Et donc, la responsabilité régionale, elle revient à mon sens à l'Agence régionale de santé. C'est-à-dire que la question des arbitrages pour s'assurer en réalité de la réalité de l'accès aux soins et de la bonne réponse, c'est de la responsabilité de l'échelon régional de l'Agence régionale de santé. Et puis il y a, j'allais dire, une troisième responsabilité que je renvoie à la puissance publique, mais la puissance publique au sens large, y compris au Parlement, qui est la question de quels sont les moyens que l'on est en capacité, qu'on accepte de mettre sur les sujets santé, et je les mets au sens large, hein, tant de la prévention, y compris du social, parce que les personnes en situation de précarité, et c'est un sujet majeur également de l'accès aux soins. Donc, quels sont les moyens qu'à un moment donné, une collectivité décide de mettre au service de la population. Si je reviens sur la question de l'attractivité rapidement, on demeure quand même en moyenne avec des salaires qui sont inférieurs à la dynamique européenne. Bon, j'allais dire pourquoi ? Je veux dire, donc, tout ne se résout pas par des questions de revalorisation salariale, j'en suis d'accord. On a des responsabilités d'organisation, on a des responsabilités de management des équipes, enfin, on peut se dire beaucoup de choses, mais quand même, il y a à un moment donné un sujet moyen qui doit être traité par la collectivité. Prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est un petit peu ça. Hein. Mathias Wargon. Pour revenir aux urgences, alors moi je remercie le directeur d'ARS d'être aussi bien cadré par mes collègues urgentistes de SAMU, mais parler de SMUR, par exemple, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut garder un SMUR, c'est-à-dire une unité mobile avec un médecin et une infirmière dedans, devant des urgences qui sont fermées? Est-ce qu'il faut décider pendant 24 heures de s'occuper de 3 potentielles urgences vitales, dont probablement une seule le sera en réalité, et fermer la porte aux 80, puisque c'est en général comme ça en moyenne, 80 urgences qui vont se présenter, urgences ou soins non programmés, qui vont se présenter? C'est une vraie question. C'est une question qui a été envisagée non pas par les politiques, non pas par les techniciens, mais c'est une question qui a été envisagée par un groupe de pression qui s'appelle les médecins urgentistes extra-hospitaliers, dont le syndicat principal était dirigé par le ministre de la Santé actuel, et qui a
inculqué que c'était le plus important avec les urgences à moins de 30 minutes. Et la question, c'est, puisque c'est une solidarité nationale, quels sont nos choix et est-ce que on doit soigner 80 personnes ou bloquer une équipe pour éventuellement soigner une personne, ce qui n'est même pas certain. Ou alors refonder intégralement le système, recoller les médecins dans les urgences, ce qui se fait dans plein d'endroits, mais pas partout, et décider que ça ne sera pas un médecin qui ira jusqu'au patient. On a des techniques modernes. Le problème, c'est toutes ces technologies modernes qu'on ne met pas en forme, ou alors encore sous forme de gadgets, mais dont on ne se sert pas pour changer notre système de santé. On parle de voitures électriques, de vélos électriques. On n'a pas encore trouvé la médecine électrique. Et est-ce que vous avez des exemples dans d'autres pays où ils ont réussi à trouver un autre type d'organisation pour concilier la réponse forcément rapide à l'urgence? Les pays nordiques, c'est le SAS. C'est le SAS, mais le SAS, quand vous téléphonez au SAS, vous ne tombez pas sur le SAMU, où sont des médecins qui vont vous répondre systématiquement. Alors, il y a certains SAS, et alors pas au centre Val-de-Loire, mais à côté, qui ont commencé à travailler avec des infirmières, avec des dentistes parfois, et où ils s'aperçoivent finalement que c'est peut-être pas eux la réponse, mais pendant très longtemps, la réponse, elle est une réponse uniquement médicale. Le conseil, il passe toujours par un médecin. Mais c'est aussi notre système juridique qui doit changer. Parce que quand on a un problème, et la médecine, ça n'est pas de la mécanique, il y a toujours des problèmes, c'est inhérent, non pas au système, mais au fait de soigner des gens, eh bien, quand le système, quand le juridique se retourne contre le système médical, eh bien, la charge, elle est toujours qu'on n'a pas suffisamment mis de moyens. Donc, cette obligation de moyens, elle s'arrête jusqu'où? Et c'est bien évidemment le problème des urgences. Une partie des urgences, elles sont consacrées à faire des bilans qui sont inutiles. Mais ils sont inutiles sur le plan médical, mais parfois ils sont utiles sur le plan médico-légal. Et ça n'a pas une si grande part en France. N'empêche que dans l'esprit des médecins et des infirmières, ça a une très grande part. Et donc il faut, oui, s'inspirer des systèmes nordiques, mais s'inspirer jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on vous dit d'aller à tel endroit, vous allez à tel endroit et vous ne décidez pas ce que vous allez faire derrière. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune obligation pour les patients de ne pas aller aux urgences. Et un dernier point, on a parlé de la médecine de ville. Il y a énormément de place en médecine de ville sur ce que les médecins, mes confrères de ville appellent des lapins, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas. Et il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire que vous ne venez pas, vous avez pris la place de quelqu'un d'autre, que ce soit en médecine de ville, en médecine générale ou en spécialité, avec des mois d'attente. Et quand ça se passe comme ça, eh ben en fait, c'est une place de prise. Et il y a des dizaines de milliers de consultations quotidiennes qui sont ratées comme ça. Donc ça aussi à revoir. Laurent Habert, de votre côté. Deux sujets sur la permanence des soins et de façon très claire. Alors moi, je suis dans une région où on a un problème d'attractivité. Donc, il est hors de question, enfin, on n'envisage pas de rétablir la permanence des soins telle qu'elle fonctionnait au début des années 2000, où chaque médecin pouvait se faire solliciter, etc. Et c'était anarchique. C'est totalement répulsif pour les jeunes générations qui n'ont pas du tout envie de voir ça. Il me semble que là où on peut progresser, et où en réalité, où les professionnels acceptent d'aller, c'est vraiment sur les sujets de régulation. C'est-à-dire, oui, à des formes de permanence des soins, mais pour autant que ce soit régulé. Et on voit qu'il y a il y a des praticiens libéraux qui participent depuis des années et des années et qui font leur part aussi du travail dans la régulation. L'organisation des soins non programmés, elle donne quelque chose de plus, elle permet aussi de faire de la régulation en journée et d'éviter de tout reporter sur la fin de la journée. Donc ça contribue aussi à une meilleure acceptation, une diminution du poids en soirée, et donc à une meilleure régulation de cette demande de soins non programmés. Donc je pense que c'est vers ça qu'on peut aller, vers la régulation. Et puis sur les urgences vitales, alors il y a beaucoup de débats extrêmement légitimes sur la façon d'organiser les urgences. On sait que le système français, il est très différent d'autres systèmes, dans le fait, par exemple, que les SMUR embarquent un médecin qui va aller sur le terrain, alors que d'autres ramènent le patient, etc. Alors moi, je ne vais pas me lancer sur ces sujets, simplement pour dire que dans une région comme le centre Val-de-Loire, doit-on fermer
plutôt fermer les urgences ou interrompre les SMUR. Dans une région comme le centre Val-de-Loire, le sujet de l'égalité devant les soins, il est quand même majeur. C'est-à-dire qu'on est une région avec très étendue, etc. Et donc l'égalité devant le risque vital, moi je considère que ça doit peser assez lourd et que ça peut induire une préférence qui est par ailleurs celle qui résultait des mesures de la mission Flash, c'est-à-dire qui a clairement dit effectivement que quand il y a des choix à faire, c'est d'abord on maintient le SMUR et puis on essaye d'organiser différemment les urgences. Mais je conçois qu'il n'y ait pas de réponse univoque à ces éléments. Le président de syndicat subsistait encore derrière le ministre. Bon, vous pourrez prolonger ce débat si vous le voulez, mais en tout cas, il me reste à vous remercier vraiment pour votre présence, votre participation et tous ces éléments passionnants que vous avez apportés pour cette table ronde. Merci beaucoup à vous, bonne fin de journée et nous nous retrouvons à 15h30 pour la suite de la séquence santé avec Thomas Fatome et Francesca Colombo sur les sujets de démographie médicale, déserts médicaux, accès aux soins. Merci beaucoup.